Je vais suivre un peu la trame de ta présentation et vous parler maintenant beaucoup d'humidité en fait et les problèmes qu'on peut rencontrer quand on veut faire un diagnostic, quel c'est l'impact de cette humidité, les interventions à faire et qui sont essentielles surtout si on veut faire une rénovation énergétique. Donc encore une fois, hein, ces présentations sont avec le support du projet européen BeReal. Pour toute information, vous pouvez aller sur le site qui est ici. C'est vraiment le point de référence pour les rénovations énergétiques qualitatives et innovantes en Belgique. Donc, on va parler un petit peu de l'humidité, de son origine. Qu'est-ce que ça a comme impact, en fait, au niveau des murs? Beaucoup de pathologies, mais ça a aussi beaucoup d'impact sur la consommation énergétique et sur le confort. On va voir un peu un diagnostic plus précis, hein, parce que Samuel, ce matin, nous a fait vraiment un reportage exhaustif sur tout ce qui est diagnostic. Là, ça sera plus ciblé sur l'humidité. Et puis, quelles interventions peut-on réaliser? Je vous conseille, dans tous les cas, des fois, 45 minutes, c'est court. Je ne pourrais pas aller dans les détails, mais je vous invite à consulter la note d'information technique numéro 252 du CSTC où vraiment tous les détails sont écrits. Alors, je commence toujours cette présentation par une petite question qui est « Qu'est-ce que l'humidité ?» Généralement, c'est quand même beaucoup plus simple quand on est en présentiel et j'obtiens facilement 5 réponses différentes. Donc, pour que tout le monde parte sur la même base, je vais éclaircir quelques petites définitions. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? On a l'humidité absolue. Donc l'humidité absolue, si vous voulez, c'est la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans un certain volume d'air. Donc par exemple, c'est la quantité de vapeur d'eau qu'il y a maintenant dans le volume de mon bureau. OK? Après, on a la saturation. C'est la quantité maximale de vapeur d'eau que ce volume d'air peut contenir. Et c'est vraiment un équilibre parce que si vous êtes en dessous, on n'est plus saturé. Hein. Et si vous êtes en dessus, on ne peut plus rajouter de vapeur d'eau. Dès qu'on ajoute quelque chose, ça va condenser sous forme de gouttes d'eau liquide. Donc ça, c'est vraiment la quantité maximale. Et puis, il y a l'humidité relative. L'humidité relative, je en parle parce que c'est ce qu'on va trouver dans tous les documents. En fait, c'est le rapport entre la quantité de vapeur d'eau qu'il y a maintenant dans un volume d'air par rapport à la quantité maximale qu'elle aurait pu contenir. Donc, c'est vraiment le rapport entre l'humidité absolue et l'humidité absolue à saturation. Et qu'est-ce qui représente le mieux, en fait, pour comprendre ça? C'est les diagrammes de Mollier, parce que tout ça est fort dépendant de la température, en fait. Si vous prenez ce diagramme qui va décrire les propriétés de l'air humide, on voit ici l'humidité absolue en ordonnée et en abscisse la température. La première chose que vous remarquez, en fait, c'est ici la valeur de l'air saturé, là, comme je vous dis, l'équilibre, hein, l'humidité absolue à saturation. Au-delà, on passe sous forme liquide et en deçà, on n'est plus à saturation. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette courbe, elle monte. Ça veut dire que plus votre air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. En effet, lorsqu'on est aux alentours de 24 degrés, votre 1 mètre cube d'air peut contenir 20 grammes de vapeur d'eau, alors que si on diminue jusqu'à 6 degrés, ça en contient presque 3 fois moins. Donc, il faut quand même garder ça en tête, c'est très important, que l'air chaud peut contenir beaucoup plus d'humidité que l'air frais. Et cette humidité-là, Samuel en a un petit peu parlé, mais je reviens dessus parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est comment elle arrive, en fait, à votre bâtiment, par où elle passe et qu'est-ce qui fait qu'on va la retrouver et qu'elle va devenir problématique. Eh bien, elle va toujours transiter, si vous voulez, des zones humides vers les zones sèches via la porosité du matériau. On en a déjà parlé. En fait, si vous voulez, c'est l'ensemble des vides par rapport à l'ensemble de la matrice solide. Donc là, par exemple, à une coupe en microtomographie d'un grès de Prague. En noir, ce sont tous les vides, tous les pores. Et en gris, la matière solide, dans ce cas-là, c'est les grains de quartz. Si on regarde la même coupe en microtomo, mais cette fois-ci d'une savonnière, d'une pierre de savonnière, encore en noir, les vides, et en gris, la matière solide. Qu'est-ce que vous constatez? On constate que les pores, l'ensemble des vides, hein, ils ont des tailles différentes, des formes différentes, des connexions entre eux qui sont différentes. Et ça, c'est vachement important parce que ça va, en fait, vraiment influencer le transport de l'humidité à travers la porosité. Donc, la porosité, pour la simplifier, on va lui mettre 3 catégories. Les matériaux avec des macroporosités, donc des pores avec des rayons supérieurs à 5 microns, les microporosités, donc on a des rayons de pores inférieurs à 0,1 micron, et entre les deux, c'est toujours de la mésoporosité.
Et donc, cette humidité va se transporter à travers ce matériau et elle peut le faire soit sous forme vapeur, soit sous forme liquide. Alors, généralement, dans les matériaux secs et peu humides, le transport s'effectue principalement sous forme vapeur dans l'espace des pores les plus larges. En revanche, lorsqu'on est dans un matériau qui est plutôt humide, le transport va se faire sous forme liquide et dans les pores les plus fins. Donc, commençons par le transport par vapeur d'eau, sous forme vapeur. Il est une propriété qui est absolument nécessaire à se rappeler et à comprendre, qui est l'hygroscopicité. Donc, qu'est-ce que l'hygroscopicité? C'est cette capacité au matériau à capter de manière spontanée les molécules d'eau contenues dans l'air ambiant, mais sans être du tout en contact avec une source d'eau liquide. Donc là, vous voyez à gauche, on est dans la matrice solide de mon grès de Prague de tout à l'heure et j'ai une humidité relative très basse, on est à 2%. Si l'humidité augmente, on passe à 10%. Qu'est-ce qu'on va voir arriver? On va voir d'abord une première couche de molécules d'eau qui va venir s'absorber en surface des pores. Ça va commencer à un peu augmenter les transferts de vapeur d'eau dans le milieu poral. Si l'humidité continue à augmenter, on va avoir de multiples couches en fait qui vont se former. Et là, on va avoir vraiment de l'eau liée dans lequel on peut avoir un transfert. Et puis, si l'humidité augmente encore et qu'on a un rétrécissement au niveau du milieu poral, on va avoir une condensation capillaire avec vraiment de l'eau liée à un transfert hydraulique. Et ça, jusqu'à saturation totale. Le matériau va pouvoir se saturer en eau alors qu'il n'a jamais été en contact avec de l'eau liquide. Bon, il faut savoir que les matériaux de construction sont peu, je dirais, sensibles, sont peu hygroscopiques, sauf les matériaux qui sont organiques, comme le bois, les lambris, les panneaux agglomérés. Et ça, on le remarque ici. Si vous regardez ce tableau-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait l'humidité d'équilibre dans une ambiance à 65%. Alors, 65%, c'est finalement ce qui se passe, c'est assez simple, ce qu'il y a dans votre maison. Nous, on dit qu'on commence à traiter un matériau qui devient vraiment problématique lorsqu'on a une humidité à l'intérieur qui est entre 3 et 5%. 5%, c'est vraiment intervention. Et qu'est-ce qu'on remarque dans une ambiance à peu près normale? L'humidité d'équilibre des bois, tout ce qui est un peu bois, est supérieure à 5%, ainsi que les panneaux agglomérés. Donc, ça remarque que c'est vraiment ce type de matériau qui va avoir une certaine hygroscopicité. La deuxième manière, en fait, pour, si vous voulez, l'humidité de rentrer, de s'être transportée à l'intérieur du matériau, c'est sous forme liquide. Et généralement, c'est parce qu'il a cette capacité d'être capillaire. La capillarité, en fait, c'est cette capacité du matériau à se charger en eau liquide par succion. Un petit peu comme une éponge, si vous voulez, un petit peu comme le matin, vous prenez votre sucre et vous le trempez dans le café, eh bien, vous allez voir le café qui remonte par capillarité à l'intérieur de la porosité de votre sucre. Donc, nous, on a fait, pour vous montrer ici, c'est pas le sucre, hein, mais c'est en fait, c'est plutôt du silico-calcaire. C'est un matériau qui a un peu les mêmes propriétés que le mortier de joint, 30% de porosité, est tout à fait perméable. Et on a trempé ces 2 premiers millimètres à l'intérieur d'un bac d'eau. Et on voit là, c'est le front de saturation qui monte de manière chronologique, 1, 2, 3. Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, là, le front de saturation remonte de plus en plus jusqu'à saturer complètement le matériau. Donc, c'est vraiment une remontée capillaire du matériau par capillarité. Et la hauteur maximale, en fait, à laquelle il va pouvoir remonter, elle dépend de sa porosité et surtout des tailles de ses pores. Plus les tailles de pores sont petites, plus la hauteur peut être grande. Alors généralement, théoriquement, si vous voulez, si vous avez des pores de 0,1 micron, c'est généralement, on trouve ça dans les matériaux de construction, on pourrait monter jusqu'à 15 mètres de hauteur. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, pourquoi? Parce que c'est un phénomène dynamique en fait. Donc on va avoir le phénomène des remontées capillaires, l'humidité ascensionnelle, on va avoir des remontées, une espèce d'équilibre, si vous voulez, entre des remontées de l'absorption d'eau par capillarité et en même temps une évaporation à travers la maçonnerie. Donc en fait, c'est vraiment cet équilibre qui va déterminer en fait l'emplacement de la hauteur maximale, qui généralement est entre 1,20 m et 1,50 m. Et là où l'eau va s'évaporer, c'est assez parlant, on le verra très bien, parce qu'elle va déposer avec elle tout ce qu'elle contient. Donc lorsqu'on a un matériau comme ça qui est complètement saturé, il serait bien de comprendre son séchage, en fait, ses propriétés de séchage.
Donc, sur ce graphique, vous allez voir, ça, c'est vraiment un séchage typique des matériaux. Donc, ici, vous avez la masse d'eau dans le matériau et ici, le temps. Qu'est-ce qu'on remarque? Que ça se fait vraiment en deux phases. La première phase, la diminution de la quantité d'eau, donc le séchage est très rapide, puis ensuite, il va ralentir. Dans la première phase, en fait, le front de séchage se trouve à la surface du matériau. Et en fait, le transport d'eau par capillarité est suffisant pour approvisionner la surface en humidité, en eau qui a été perdue par évaporation. Donc ici, si vous voulez, le séchage ne dépend que des conditions ambiantes, des conditions atmosphériques. Plus il fait sec, plus ça va vite. En revanche, on arrive à un certain moment, en fait, où il va y avoir une diminution progressive de la quantité d'eau dans votre matériau, puisqu'il sèche quand même. Et à un certain moment, le flux capillaire n'est plus suffisant. Et donc, le front en fait, d'évaporation va se retirer à l'intérieur du matériau. Et maintenant, là, le séchage, il dépend toujours, certes, des conditions extérieures, mais il dépend aussi des propriétés de perméabilité de votre matériau. Comme montrait Samuel tout à l'heure, là, si on a un matériau qui est très perméable, donc très ouvert, eh ben, ça pourra aller assez vite. En revanche, si vous avez quelque chose de très peu perméable, le séchage peut être très, très long. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, qu'un séchage d'un mur peut prendre de quelques mois à quelques années. Si vous voulez, un mur de 40 cm d'épaisseur qui présente une teneur en humidité moyenne de 10% en masse, sur 1 mètre en fait de hauteur, eh ben, il contient 70 litres d'eau par mètre linéaire. Donc c'est énorme et ça doit s'évaporer. Donc il faut vraiment avoir des conditions favorables d'évaporation, c'est-à-dire qu'il puisse s'évaporer des deux côtés. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Si on a une isolation d'un seul côté, il ne pourra certainement pas pouvoir s'évaporer de ce côté-là. On peut aussi avoir dans des églises beaucoup de lambris, et mine de rien, les lambris vont ralentir énormément le séchage. De plus, il est conseillé, donc, certes, d'avoir cette possibilité d'évaporation des deux côtés, d'avoir un minimum de ventilation dans la pièce ou bien dans l'endroit. Et puis, dans les périodes très froides, on conseille quand même d'avoir un minimum de chauffage pour pouvoir aider à cette évaporation et donc ce séchage. Un exemple rapide, ici, on est à la maison communale de Forêt. En fait, ça a été rénové et restauré parce qu'il y avait, vous voyez, des terrasses ici, ici et là. Et on avait d'énormes infiltrations à travers l'étanchéité de la terrasse qui n'était plus étanche. Et donc, ça s'infiltrait à l'intérieur du mur. Donc, dégradation au niveau des briques. Donc, on a, si vous voulez, enlever toutes ces briques, remplacer les briques. Et le problème, c'est que très peu de temps après, on a vu apparaître des efflorescences, des cristaux blancs de sel. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Je dirais la bonne, ça veut dire que l'étanchéité a bien marché, puisqu'on voit en fait que l'eau s'évapore maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y avait tellement d'eau qui contenait beaucoup de sel que tout vient s'évaporer en même temps. Et donc, le sel va en fait cristalliser à l'endroit des nouvelles constructions. Donc là, on voit déjà la formation d'écaillage. Donc là, c'est un petit peu deux poids, deux mesures. Parce que qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu attendre, en fait, que votre mur sèche. Mais là, on est dans des réalités de chantier et non des réalités, on n'est pas en théorie. Et la réalité du chantier veut que y a aussi beaucoup d'argent en jeu et on ne va pas pouvoir laisser quelques mois, voire quelques années, un trou béant dans le mur de la maison communale de Forêt afin d'attendre que tout ça sèche. Donc, c'est toujours un peu, c'est vrai, il y a vraiment un équilibre à trouver entre un temps de séchage optimal et en même temps des réalités de chantier et des réalités de timing. Donc, maintenant qu'on a vu un peu par où passe toute cette humidité, il est important en fait de savoir toutes les origines possibles, par où elle peut rentrer pour pouvoir avoir un diagnostic assez... il faut être vigilant parce qu'il faut avoir un diagnostic très précis et très complet, surtout avant une rénovation énergétique. Donc au niveau de l'origine possible, la première origine que tout le monde connaît, je dirais, c'est l'humidité ascensionnelle. En fait, c'est la remontée par capillarité de l'eau qui provient du sol à l'intérieur de votre maçonnerie. Et ça se fait souvent sur les bâtiments d'avant 1945 parce qu'ils n'ont pas de barrière étanche en pied de mur. Et puis, souvent, si les fondations sont capillaires et proches des nappes phréatiques, eh bien, elles risquent d'être en contact avec de l'eau liquide et de remonter facilement.
Et puis aussi, ça dépend du type de sol. Par exemple, on est à Bruxelles. À Bruxelles, on sait que le sol est plutôt sablonneux, et donc il y a ses propriétés de drainage. Mais si on est dans des sols qui sont plutôt argileux, ils vont avoir une tendance à retenir l'eau et donc augmenter ces possibilités de remontée capillaire. Et puis, même dans les bâtiments d'après 1945, hein, malgré le fait qu'on ait une barrière capillaire, une interruption qui est mise en place, bah, des fois elle est dégradée, des fois il y a des erreurs de conception, ou des fois le voisin a décidé de remonter le niveau des terres et on se retrouve avec des possibilités de remontée capillaire. Donc c'est très typique, hein. C'est très typique, comme là on le voit, c'est une ligne plus ou moins horizontale qui va se dessiner sur le mur. Donc ici il est plutôt noir parce qu'on a un vrai développement de cyanobactéries, et ici on a des crasses, hein, parce que l'eau quand elle s'évapore, elle dépose avec elle tout ce qu'elle contient, donc c'est un peu noir, mais aussi c'est là où on va avoir toutes les cristallisations des sels solubles. Ici, on est dans plutôt des constructions un peu plus récentes, mais vous pouvez toujours faire face à ce type de problématique. Comme je vous disais, un ajout de terre, hein. Là, on a la barrière capillaire, mais on a rehaussé le niveau des terres. Donc forcément, eh bien, il y a une possibilité d'entrée de l'eau par capillarité à l'intérieur de la maçonnerie. Un défaut de membrane, ici elle s'arrête là, l'eau va continuer, par capillarité, elle va toujours trouver son chemin. Il est aussi possible d'avoir des problèmes de pontage d'enduit intérieur ou extérieur. Par exemple, là, elle passe ici l'eau et puis on a fait descendre l'enduit intérieur plus bas que la barrière capillaire. Eh bien, l'eau, par capillarité, va rentrer dans l'enduit pour monter à l'intérieur. Ici, c'est un pontage extérieur par le mortier de joint. Et souvent, si vous voulez, ça se traduit par on appelle ça un mini-phénomène de remontée capillaire. C'est 30-40 cm. C'est à ces niveaux-là que vous allez trouver des dégradations. Une autre origine possible, en fait, c'est les infiltrations qui peuvent se faire via la façade. Alors, ça peut se faire, si vous voulez, sur des murs massifs, mais quand même en mauvais état, hein, comme l'image que vous pouvez constater ici, et dont l'épaisseur ne dépasse pas une brique. Si vous avez un mur de 45 cm, il sera difficile d'avoir tout du long, en fait, une véritable infiltration. Après les murs creux, on peut aussi avoir des infiltrations, défaut de pose de membrane, comme on a pu le voir, mais aussi accumulation de débris à l'intérieur de la coulisse qui vont retenir l'eau et l'empêcher de pénétrer, l'empêcher en fait de sortir, et donc va en fait par capillarité pénétrer à l'intérieur du mur intérieur. Donc, on voit ces infiltrations, elles sont très visibles parce qu'on va avoir souvent des taches sombres, des taches d'humidité, parce que le mur est mouillé, et cette fois-ci vraiment dans son volume, dans son entièreté au cœur. Et ce n'est pas qu'une question de surface, il est vraiment tout trempé. C'est souvent toutes les parois qui sont orientées sud-ouest, sud-sud-ouest. C'est là où on va avoir toutes les pluies battantes, si vous voulez, où là, on va vraiment avoir l'apparition de ces taches. Il s'agit donc d'humidité capillaire. Et puis, on remarque aussi que ces taches, souvent si c'est des infiltrations, elles vont être, je dirais pas saisonnières par rapport aux saisons, mais elles vont être temporaires. C'est-à-dire qu'on va avoir un fort événement pluvial, on va avoir ces taches, et puis après 3 semaines de sec, eh bien, on n'aura plus de taches. Et ça, c'est vraiment des petits indices en fait qui vont vous dire, ben là, il semblerait que ce soit quand même des infiltrations. Après, quand vous avez ce type d'image, hein, c'est assez clair que c'est des infiltrations au droit des menuiseries. Si vous avez des fissures dans les couvre-murs, les appuis de fenêtres, eh bien là, il est très recommandé de les colmater ou bien faire carrément un changement en fait des couvre-murs pour éviter toute formation de fissures et toute possibilité à l'eau de pouvoir pénétrer. Les infiltrations vont faire en sorte que votre mur va être trempé. Donc, on va avoir des pertes de chaleur qui vont diminuer la résistance thermique des matériaux de façade, si vous voulez. Et les quantités d'humidité, donc c'est moins important, si vous voulez, que l'humidité ascensionnelle, mais elle n'est pas que dans le bas du mur, elle va se répartir sur l'ensemble, en fait, de toute la hauteur de la façade. Il est difficile de calculer les pertes en fait de chaleur qui sont dues à ces infiltrations, mais elles ne sont pas négligeables. C'est pour ça qu'une protection peut avoir un effet déjà très positif si on change ses appuis de mur, si on bouche toutes ces fissures pour éviter à l'eau de rentrer dans le mur. Une autre origine possible, ce sont les sels. Mon collègue en a parlé, je ne vais pas en parler de manière exhaustive, mais parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant.
Donc, on sait qu'on va toujours avoir des dégradations lorsqu'on a de l'humidité, mais si vous rajoutez des sels, eh bien, vous allez vraiment intensifier toutes ces dégradations. D'où viennent ces sels? Ils peuvent déjà être inhérents, présents déjà dans le matériau. Deux exemples. Une brique mal cuite présente beaucoup de sulfate, en fait, qui pourrait être remobilisé si on a de l'eau qui, à un moment, par infiltration, et former des sels de sulfate. Ou bien, on peut aussi avoir les bétons, hein, les sulfates secondaires, comme l'étringite secondaire qui va cristalliser lorsqu'on a des infiltrations dans le béton, remobilisation du sulfate qui n'a pas été utilisé lors de la cure, hein, lors de la cristallisation première du béton, et qui vont former ces sels, cette thénardite, cette étringite en fait, qui va secondaire, donc qui sera problématique. Mais souvent, en fait, ils vont rentrer par capillarité à l'intérieur de la maçonnerie parce qu'ils sont dans le sol. On a beaucoup de sels potassiques en milieu rural à cause des pesticides. On a beaucoup en milieu agricole. En milieu rural, on a plutôt des nitrates parce qu'ils proviennent de l'oxydation de la matière organique. On peut aussi avoir des sels de déneigement en ville, en fait, qui vont monter par capillarité ou par éclaboussure aussi, c'est tout à fait possible. Et s'ils remontent par capillarité, ben, ils vont cristalliser en surface, former des efflorescences, ou bien ils vont cristalliser sous la surface, formant des subefflorescences. Hein. Donc, des fois, on a des détachements de petites écailles ou de grosses plaques. Ou bien, ils vont rester à l'intérieur parce que ce sont des sels hygroscopiques et former des taches. Et c'est là les deux grandes familles de sels qui sont importantes à savoir, c'est les efflorescents. Donc, ceux qui vont dans des conditions normales, comme vous le voyez ici, former des efflorescences, des cristallisations en surface. C'est souvent des sulfates ou des carbonates. Et vous avez plutôt les sels hygroscopiques. Eux, ils ont cette capacité de l'hygroscopicité dont je vous parlais tout à l'heure, hein, de capter de manière spontanée les molécules de vapeur d'eau contenues dans l'air ambiant si l'humidité est assez haute. Et donc, ils vont capter cette humidité-là et vont rester sous forme solution en surface du matériau et former ces grandes taches. Et donc, ça, c'est les nitrates et les chlorures. Il faut savoir que les deux peuvent, suivant les conditions à l'extérieur, s'il fait très sec, on va pouvoir avoir des efflorescences dues à des chlorures. Et s'il fait assez humide, plus de 80% d'humidité, on pourrait retrouver ces chlorures sous forme de taches. Donc, c'est aussi ça qui est important à savoir avec les sels, c'est qu'ils peuvent avoir les doubles casquettes et entraîner deux types de dégradation. Et puis, on a aussi l'humidité résiduelle dans des bâtiments existants. Et elle a quand même son importance. C'est souvent des bâtiments qui ont eu des problèmes d'humidité par le passé et qui, souvent, on a fait des interventions et voit après ces interventions apparaître des pathologies. Ici, par exemple, on est en Anvers, au niveau du fort. On avait des énormes problèmes d'infiltration parce que ici, si vous voulez, c'est des murs qui sont extrêmement épais, mais surtout qui sont enterrés. Et donc, on avait par capillarité, donc l'eau pénétrait des terres adjacentes à l'intérieur de la maçonnerie, et c'est qui a entraîné de grandes dégradations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a décaissé l'entièreté, on a mis une couche imperméable derrière le mur et on a remis la terre. Donc, l'eau ne pénétrait plus par capillarité et le mur a commencé à sécher. Mais comme je vous en ai déjà parlé, c'est long, et surtout des murs qui font plus d'1 mètre de massif, hein, de briques. Ça peut prendre des années, et c'est le cas, et on a vu apparaître, et on voit toujours apparaître ces efflorescences de sel, et ça, c'est, si vous voulez, l'humidité résiduelle. C'est, je dirais, quelque part un gage que votre intervention fonctionne, hein, parce que là, ça sèche, ça se voit, parce qu'on a tous ces sels qui sortent, mais le problème, c'est qu'on a ces sels qui sortent et qui pourraient avoir entraîné des dégradations. Donc, voilà un peu toutes ces origines, et on sait maintenant qu'elles peuvent venir des sels, d'humidité ascensionnelle, ça peut aussi venir de la condensation. Je ne voudrais pas en parler aujourd'hui parce que je sais mon collègue va en parler beaucoup plus la semaine prochaine. Donc, on voit que l'origine peut être diverse, c'est assez complexe, et donc ça va rendre le diagnostic encore plus difficile. Il faut vraiment être vigilant. Donc déjà, on peut voir que cette humidité va avoir un certain impact, et un impact surtout sur les pathologies. Et ça, mon collègue vous en a déjà parlé ce matin. Au niveau de l'extérieur du bâtiment, les premières pathologies qui sont souvent visibles, c'est biologique. Ici, en haut à gauche, on est sur le monument aux morts
Girteveld. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Beaucoup de noir. Et là, on se dirait, oh là là, beaucoup de pollution, beaucoup de suie. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, là, il s'agit d'un développement de cyanobactéries qui se développe lorsqu'on a une charge en eau qui est trop grande, qui est assez importante. Donc, quelque part, j'allais vous dire, c'est chouette parce que déjà, dans l'observation, on peut faire un premier diagnostic en sachant où se trouve la charge d'eau. D'où vient l'origine, quelle est la problématique? Déjà, c'est un premier point. Ensuite, on a aussi à l'extérieur le développement de mousse, le développement de lichen. Et là, je vais m'arrêter une minute parce que le lichen, c'est quelque chose qui est, je dirais, assez intrusif. Et ça va affecter votre matériau à long terme. Déjà parce que c'est intrusif, ça rentre vraiment dans le matériau. Et puis ensuite parce qu'il va former une couche qui va énormément réduire la perméabilité à la vapeur d'eau de votre matériau. Ce n'est pas une couche complètement étanche, mais il faut garder en tête que ça réduit fortement le séchage des murs et des parois. Sur la gauche, c'est assez évident. On avait un mur plein d'humidité, développement d'un petit problème au départ qui est devenu énorme puisqu'on a quand même la formation d'un arbre dans une paroi. Ensuite, ici, on a des pathologies qui sont dues à des ponts thermiques. Donc, on a des ponts thermiques qui sont géométriques. Là, vous voyez, en fait, là, c'est des vrais problèmes d'humidité, la base. Et qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une forme un petit peu d'angle conique ici. Ça, c'est des ponts thermiques géométriques dus à une mauvaise ventilation. Et ça, c'est vraiment typique. Ici, on a des ponts thermiques, là, qui sont aussi liés aux matériaux. Là, en fait, c'est un mur sur lequel on a mis des blocs d'isolant. Et on remarque à l'intérieur, en fait, le problème vient du mortier de colle des isolants, où c'est un point froid, en fait, où va se développer des moisissures. Ici, c'est un problème, si vous voulez, de remontée capillaire. On voit toujours, je vous parlais de cette fameuse ligne, et bien là, la ligne, on la voit bien, même si c'est à l'intérieur du bâtiment, avec développement pathologique biologique. Et là, c'est clair, c'est un véritable problème d'humidité qui doit être forcément et absolument résolu avant toute intervention d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique. Il faut vraiment penser à ça en amont, sinon on va avoir, comme on le voit encore ici, d'énormes problèmes. Après, on a des pathologies qui sont liées plutôt à des fissurations. Là, à gauche, on est à l'église Sainte-Catherine à Bruxelles, et c'est de la pierre d'Anstrut, je crois. Donc, c'est une pierre qui est très sensible. Il y a deux types, et ce type-là est très sensible au gel. On a un éclatement. Pourquoi? On sait tous que le volume molaire de la glace est 9 fois supérieur à celui de l'eau. Donc, du coup, quand ça gèle, ça éclate. Ici, c'est un exemple à Evere. C'est le quartier germinal, en fait. On avait des petites fissures, en fait, et la question était ici d'envisager de faire un remplissage de la coulisse. C'est peut-être pas impossible, mais sur base de ces observations, c'est peut-être pas la meilleure idée à avoir. En effet, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que certains matériaux présentent des briques, des écaillages, on a des fissurations du mortier, et surtout dans les mortiers de joint, on voit que le mortier de joint a été expulsé, à plein d'endroits, il manque. Ça, c'est typique d'une sensibilité du matériau au gel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence par les petites fissures. L'eau va, au fur et à mesure, pénétrer à l'intérieur des fissures. Vous voyez du joint. Le mortier de pose va se gorger d'eau. Et quand il va avoir des épisodes de gel, donc il va s'expandre et il va donc repousser le mortier de joint ici lorsqu'il se sera expandu et qui va se détériorer. Donc, ça, c'est typique d'une sensibilité au gel. De plus, on voit là que le mur est exposé à la pluie, on est en orientation sud-ouest. Il n'y a pas vraiment d'éléments architecturaux pour la protéger. Manifestement, on a des problèmes de gel. Et ici, poser un hydrofuge pour éviter en fait aux pluies battantes de rentrer à l'intérieur de la maçonnerie, c'est assez complexe parce que vous voyez bien, il y a des fissures qui sont supérieures à 3 mm. Et donc, on risque d'entraîner d'autres dégradations. Donc, d'après, en fait, toutes ces observations, ici, la post-isolation du mur creux ne serait pas la meilleure solution à envisager. Elle nécessiterait beaucoup de réparations. D'autres types de pathologies sont les déformations. Alors, au centre, vous voyez bien, je vous en ai parlé, on parlait du bois qui est très hygroscopique. Ici, on a mis un parquet en bois sur une chape
béton qui n'avait pas fini bien de sécher. Et donc, on a eu une expansion du bois et qui a entraîné ce soulèvement. À droite et à gauche, on est au Père-Lachaise, c'est un monument mortuaire, hein, et à droite, en fait, on est au Palais Stoclet, et c'est des plaques de marbre. Dans les deux cas, ce sont des plaques de marbre qui ont, en fait, la charge d'humidité dans ce matériau a provoqué sa déformation. Donc ça, c'est des choses typiques qui n'arrivent qu'à l'extérieur, hein, ça n'arriverait pas en intérieur. Et puis, on a les coulées et la corrosion. Alors, les coulées, c'est assez typique aussi. Alors, vous en avez à gauche et à droite. Alors, à gauche, en fait, c'est une dalle béton dans laquelle on voit qu'il y a des infiltrations. Et l'eau qui va rentrer à l'intérieur de cette dalle béton va capter tout l'oxyde de calcium qui est présent dans le béton. Et en coulant, l'oxyde de calcium va rencontrer le CO2 de l'air, pardon, et va cristalliser du carbonate de calcium et formant ces stalactites. C'est c'est la même chose ici que vous pouvez avoir avec les coulées au niveau ici du mur en brique, en fait, à travers le mortier de joint qui est riche en chaux, en oxyde de calcium, qui ensuite recristallise ici par l'action du CO2. Et puis, la corrosion, hein, forcément, l'humidité va avoir des problèmes de corrosion du béton, ici, des armatures métalliques qui sont placées souvent trop proches de la surface, entraînant certains détachements. Donc ça, c'est typique, en fait. Hein, ces observations-là, vous voyez, c'est typique des problèmes d'humidité qu'il faut absolument remédier avant de faire quelconque intervention au niveau énergétique. Donc ça, c'est vraiment un des premiers aspects des impacts de l'humidité, c'est vraiment ces pathologies. Ici, on a encore des pathologies qui sont liées à l'humidité et au sel, qui sont les efflorescences. L'alvéolisation, c'est ces dégradations en forme de nid d'abeille, ou bien encore la désagrégation granulaire, c'est la décohésion en fait des grains de la pierre due au sel qui cristallise. Et ça, c'est encore un impact de l'humidité à cause du sel. Et le sel, comme je vous disais, il peut provoquer des cristallisations, mais aussi ces fameuses taches bien sombres dues à leur hygroscopicité. Donc ici, c'est à Venise, hein. On est à Venise en été, on a des grandes taches d'humidité. Au début, on se dit, il est plié dans l'eau, forcément, c'est la remontée capillaire. Puis après, on revient en septembre. Déjà, là, ça commence à sécher, c'est étonnant si c'est la remontée capillaire. Puis on revient en novembre, et là, c'est carrément tout sec. Et puis, on revient carrément en janvier, et là, on n'a que des taches d'humidité sur le haut. Là, ça, c'est typique des sels dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont cette capacité à capter les molécules d'eau et en surface, parce qu'ils ne restent qu'en surface, hein, ces sels. Ils sont généralement dans les 5 premiers centimètres de la surface. Et ils restent en solution parce qu'ils ont capté l'humidité de l'air ambiant lorsqu'elle est très haute et forment ces taches. Donc voilà toutes les différentes possibilités en fait, de l'impact d'humidité sur les pathologies. Un autre impact qui est très important de l'humidité, en fait, c'est, si vous voulez, le confort. Le confort lorsqu'on est dans un... Qu'est-ce que ça change lorsqu'on est dans un endroit qui est humide ou non? Eh bien, les différences de chaleur spécifiques, elles vont entraîner des températures ressenties qui sont différentes en fonction de la température extérieure. Donc, intuitivement, c'est très simple, en fait. On connaît tous le phénomène. Par exemple, lorsqu'on parle de chaleur sèche et de chaleur humide. La chaleur sèche, elle est moins désagréable parce que quand on va pouvoir transpirer et ça va nous refroidir. Alors qu'on est dans une chaleur humide, le refroidissement par la transpiration est beaucoup plus compliqué. Donc, il est bien connu hein, que l'air humide est plus chaud que l'air sec à une même température. Et cela, c'est dû à la meilleure émission, si vous voulez, de chaleur par évaporation lorsque c'est un air sec par rapport à un air humide. Et ces paramètres-là, en fait, ils sont aussi influencés par les vitesses de l'air à côté de vous. Des vitesses plus élevées, ça va entraîner des transferts plus grands. On le voit très bien lorsqu'il fait chaud et on est dans un courant d'air, c'est très agréable parce que ça nous permet d'augmenter ce transfert de chaleur de notre corps vers l'extérieur, donc de nous refroidir plus rapidement. Alors que si vous n'avez pas d'air et que ça stagne, ce n'est pas le cas. Donc, une chose importante, c'est que l'élimination des sources d'humidité, en fait, elles vont contribuer vraiment au confort estival, mais aussi thermique, hein, au confort hivernal. Si vous êtes en hiver dans une pièce qui est très sèche, eh bien,
vous allez avoir un ressenti de froid très, très grand. En fait, beaucoup plus grand que si vous avez un petit peu plus d'humidité. Donc, en fait, il est important de pouvoir avoir une humidité comprise entre 50 et 60%. C'est quand même les valeurs qui sont souhaitées. Et si on a ces niveaux d'énergie souhaités, ben, il y a une économie de second ordre. Et là, je m'arrête un instant parce que lorsqu'on parle, si vous voulez, d'économie de premier ordre, et on entend par là, c'est une véritable réduction de la consommation énergétique. Par exemple, lorsqu'on installe une isolation, ça va permettre de réduire considérablement la consommation d'énergie, ce qui est l'objectif d'une telle intervention. En revanche, ce n'est pas vraiment directement le cas lorsqu'on intervient sur les paramètres de confort. Si l'air est trop sec, par exemple, eh bien, on peut un peu l'humidifier, comme en hiver, pour sentir un petit peu mieux. Et cela, ça ne représente pas forcément une économie d'énergie, mais en revanche, grâce au confort accru, on n'aura pas besoin d'augmenter trop le chauffage. Et ça, c'est une économie de second ordre. Donc, ces économies, elles peuvent vraiment, elles ne sont pas aussi spectaculaires qu'une économie de premier ordre, mais elles peuvent devenir cruciales et très importantes lorsque dans certains bâtiments, on ne peut absolument pas intervenir sur des économies de premier ordre, c'est-à-dire qu'on ne peut ni isoler par l'intérieur, ni isoler par l'extérieur, par exemple. Réduire les courants d'air en rendant une maison étanche, par exemple, va entraîner une économie de premier ordre et de second ordre. De premier ordre parce que ça va diminuer en fait la perte d'énergie qui est due à l'air chaud qui s'échappe et l'air froid qui rentre, mais aussi on va réduire cette, donc ça c'est le premier ordre, hein, mais on va aussi réduire cette sensation de courant d'air et de froid, et donc du coup on n'aura pas besoin d'augmenter le chauffage, et donc c'est une économie de second ordre. Alors, il est, si vous voulez, on pense qu'on a une économie de 5 à 10% carrément via ces économies de second ordre. Après, nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est quel était vraiment en fait l'impact de l'économie d'énergie si on solutionnait des problèmes d'humidité ascensionnelle. On s'est dit quel est vraiment l'impact en fait économique si on solutionne ça. Donc, du coup, on a essayé de calculer ça. Et autant vous dire, c'est quand même une chose qui n'est pas aisée du tout. Pourquoi? Parce que on a une remontée capillaire, remontée ascensionnelle. En fait, on a une répartition qui est complètement hétérogène à l'intérieur de la maçonnerie. Souvent, vous avez une maçonnerie avec des gros moellons, ça va plutôt passer par les joints. Donc, on ne sait jamais trop. Et puis aussi, les propriétés des matériaux humides, par exemple la conductivité thermique, elles sont moins bien connues. En fait, on sait qu'elles dépendent du type de matériau. Chaque type de matériau, c'est différent, même aussi pour chaque type de brique. Mais aussi, ça dépend de la quantité d'humidité qu'elle contient. Et on sait que dans un mur, eh bien, si on a de la pluie battante ou bien même de l'humidité plus loin du sol, eh bien, on a des gradients en fait, de quantité d'humidité au sein du matériau. On est quand même décidé à essayer de faire ce calcul-là. Donc, on essaie tout d'abord de voir les pertes de chaleur qui sont dues au fait qu'on a un mur humide. Et il va conduire la chaleur beaucoup plus facilement. Donc, si on limite ça, si on réduit ça, si on enlève l'eau à l'intérieur, qu'est-ce que c'est comme gain par rapport à cette perte de chaleur-là? Donc, on a un peu simulé, on est dans une maison typique de 2 étages, en mur, en maçonnerie de, en maçonnerie de briques et avec une épaisseur de 30 cm. On a pris 2 lambda, un pour une maçonnerie humide et une pour sèche, et on a décidé que seuls les murs extérieurs, si vous voulez, étaient gorgés d'humidité. Et on a calculé que si on réduisait ça, si on enlevait cette quantité d'eau, eh bien, en solutionnant ça, on avait une réduction des pertes de chaleur d'environ 5% qui est réduite. Cette perte de chaleur à travers les murs est réduite de 5%, ce qui n'est pas négligeable du tout. De plus, lorsqu'on parle d'économie d'énergie, c'est parce qu'on va dépenser beaucoup en fait, d'énergie pour évaporer cette humidité qui est présente dans la maçonnerie. En plus du fait qu'elle conduit la chaleur, maintenant il faut fournir de l'énergie pour l'évaporer. Et quelle est cette énergie? On l'a calculée en estimant encore une fois qu'on a à peu près 1600 kg d'eau dans ces murs. Eh bien, on voit que pour cette quantité d'eau, elle doit s'évaporer une fois, eh ben, il faut environ 1000 kWh. Et si on compare ça
à la consommation moyenne pour chauffer une famille qui est de 20 kWh, c'est pas négligeable. Ok, il faut quand même prendre en compte deux choses. La première, c'est que l'évaporation ne se fait pas que par le chauffage, hein. Le vent et le soleil va aussi aider. Mais la deuxième chose, c'est que si vous ne traitez pas le problème des remontées ascensionnelles, ok, eh ben, vous évaporez certes, mais ça va toujours revenir. Donc, c'est plutôt un multiple de ça, en fait, qu'il faudrait prendre en compte. Donc, il est très, très difficile hein, de mesurer. C'est vraiment une grosse estimation à la louche, comme dirait mon collègue, mais ça nous donne déjà une belle idée de ce que ça pourrait représenter. On a quand même des gains de 5 à 10% par rapport aux pertes de chaleur si on résout ce problème d'humidité ascensionnelle. Et je dis ça parce que des fois, en fait, on peut se rendre compte qu'en jouant sur des petites choses, on pourrait avoir des gains qui sont beaucoup plus grands que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, vu l'impact de cette humidité, la conclusion, c'est que bien sûr, il faut la traiter, cette humidité. On veut réduire et stopper les pathologies. On a tous vu les problèmes pathologiques, mais aussi on veut améliorer le confort intérieur, le rendre plus sain. Et puis, c'est une véritable préparation pour une rénovation d'efficacité énergétique. Par exemple, le séchage d'un bâtiment, c'est une intervention d'économie d'énergie en soi. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai présenté, on va avoir moins de conductivité thermique à travers les murs lorsqu'ils seront secs. Et puis, on va avoir des pertes de chaleur par séchage qui seront beaucoup moindres parce qu'on n'a plus besoin de le faire sécher. Donc aussi, il est important de retenir que l'installation d'une isolation contre un humide, ça peut vraiment dégrader les problèmes d'humidité et partiellement annihiler l'effet de l'isolation. De plus, on sait très bien que si on fait une isolation par l'intérieur et qu'on a un mur qui est complètement humide, le mur aura tendance à être beaucoup plus froid, donc on augmente les risques de dommages dus au gel. Et puis, il faut aussi savoir, lorsqu'on installe des vitrages étanches où vraiment on va rendre si vous voulez, la boîte beaucoup plus étanche, l'habitat beaucoup plus étanche, on risque d'augmenter les problèmes d'humidité et de moisissure si on ne pense pas non plus ventilation. Donc, c'est lorsqu'on va on prend le problème de l'humidité pour une rénovation énergétique, il est très important de prendre le tout. C'est-à-dire que si on change que les châssis, on rend ça étanche, on a des forts risques de problèmes d'humidité. Il faut aussi penser ventilation ou bien, pour régler ce problème d'humidité, ou bien régler d'autres sources. Donc, c'est vraiment très important de prendre, gérer l'habitat comme un tout et même les problèmes d'humidité comme un tout. Et pour faire un diagnostic maintenant, mon collègue vous en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas revenir énormément dessus. Moi, je vais revenir rapidement, c'est tout à fait ce qu'il a dit, hein. C'est que pour nous, quand on vient sur terrain, on fait un diagnostic humidité. La première chose, c'est d'avoir un très bon équilibre entre une récolte d'informations qui va passer par un dialogue ou des documents. Un dialogue souvent avec la personne qui est en charge de la maintenance du bâtiment. Par exemple, on peut lui dire, on demande si ça fait longtemps qu'il voit ces problèmes d'humidité, est-ce que ces tâches, en fait, elles sont fréquentes ou elles n'apparaissent qu'après des gros épisodes pluvieux? Est-ce qu'on a fait une modification récente d'un châssis? On va voir tout l'historique du bâtiment. Ensuite, il est très important de faire des constatations visuelles. Et les constatations, ça peut se faire quand on va sur le terrain, localiser, oui, la tâche, elle est en sud-sud-ouest, ou on peut aussi avoir, là, on a un enduit, là, on a un bardage, on fait des constatations, là, on a beaucoup de fissuration. Comme le disait mon collègue, des fois, on ne veut pas non plus venir trop souvent embêter les gens. Donc, il y a des nouvelles technologies. L'utilisation de la photogrammétrie est très pratique, en fait, pour pouvoir revenir, regarder toutes les pathologies, mais a posteriori, pas sur place. Et la combinaison de ces deux va déjà nous donner la puce à l'oreille. On va avoir commencé à émettre des hypothèses et qu'on va essayer de confirmer via des mesures d'humidité qui peuvent être tout à fait simples, des mesures ponctuelles. On peut faire aussi des mesures suivies avec le monitoring dont vous parlait mon collègue. Et puis, des températures de surface par thermographie, et puis les sels aussi, on pourrait voir la teneur et en fait, l'identification et la teneur en sel serait assez importante. Donc, par exemple, pour mesurer l'humidité de manière non destructive,
Je ne vais pas être exhaustive, je vais juste vous montrer un exemple. Vous aurez beaucoup plus d'informations dans la NIT. Mais là, par exemple, non destructif, c'est très intéressant, comme disait mon collègue, parce qu'on va avoir une réponse très rapide d'un index, une idée. On va pas avoir, c'est pas avec ce type d'appareil que vous pouvez dire il y a X% d'humidité dans votre mur. On va juste avoir une idée, un ordre de grandeur, mais c'est déjà très important pour savoir si le mur est humide ou sec, et aussi ça peut diriger les futures mesures destructives. Donc là, par exemple, c'est des mesures de résistives ou capacitives qui sont basées en fait sur la résistivité des matériaux. On sait tous que un matériau sec a une résistivité plus grande par rapport à un matériau humide. Prenez un bout de bois, quel qu'il soit, il a une résistance 1000 fois plus grande que ce même bout de bois s'il a seulement 20% d'humidité. Donc, vraiment, on base là-dessus. Donc, c'est des mesures qualitatives, indicatives. Il ne faut pas les comparer, différents protimètres, par exemple, il ne faut pas comparer les mesures entre elles, hein, parce que ici, c'est le diagramme que je vous montre. Admettons que je suis là, je fais cette mesure-là avec l'appareil D. Alors, si je le fais avec l'appareil D, eh bien, lui, il va me dire, vous êtes dans une zone de matériaux relativement humide. En revanche, si je fais ça avec l'appareil C, lui, il va dire relativement sec. Donc, vous voyez l'intérêt de le faire toujours avec le même type d'appareil. Ce qui est plutôt pratique, c'est que c'est un faible coût. On peut, à un clic, on a la réponse, c'est facile d'utilisation, c'est très pratique. En revanche, il faut savoir que c'est influencé par plusieurs facteurs, type sel, compaction du matériau, les éléments métalliques. Et il faut aussi un bon contact avec les électrodes. Une chose bonne à savoir, c'est que, voilà, on va avoir un indice, et là on dit quand même, il y a beaucoup d'eau ici, je voudrais savoir exactement la teneur. Et là, je peux faire des mesures, moi j'appelle ça peu destructives, parce que en fait, on va prendre un forêt, on va forer, hein, c'est à peu près 5 mm, forage lent pour ne pas évaporer. On va récupérer un échantillon. Et là, si on utilise la bombe à carbure, c'est cet instrument-là, on va le mettre dans ce contenant, on va le mélanger avec des grosses billes de verre et des ampoules de carbure de calcium, on va fermer tout ça hermétiquement avec un manomètre au-dessus et on va secouer. Et ce qui se passe, c'est que ça va casser le carbure de calcium qui va réagir avec les molécules d'eau qui sont contenues dans l'échantillon, dégager un gaz et on va mesurer grâce au manomètre la quantité de gaz qui est proportionnelle au nombre de molécules d'eau. Gravimétrie, c'est pareil, sauf que cet échantillon qu'on récupère, on va le sécher dans un four, dans une étuve, jusqu'à masse constante, et on fait une différentielle avant-après pour voir la quantité d'humidité. Donc, c'est d'une très grande précision. La bombe à carbure, en 10 minutes sur chantier, vous pouvez avoir un résultat. Et c'est un peu destructif. Donc, c'est quand même pas pour des mesures continues. Vous n'allez pas faire un trou tous les jours ou tous les mois dans certains bâtiments. C'est même, on ne peut pas trouer. Hein, donc voilà. Il ne faut pas comparer les résultats entre eux parce que généralement, la gravimétrie aura des résultats toujours supérieurs. Ça, c'est normal parce que quelquefois, tout le carbure de calcium ne réagit pas dans la bombe à carbure. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Une fois qu'on connaît notre quantité d'humidité, on voudrait savoir si cette humidité, elle vient des sels ou si elle vient d'autre chose, en fait, d'infiltration, de remontée capillaire. Et là, on fait pareil, on va faire des prélèvements. Bon, pas forcément avec des aussi grosses, des forages, hein. Enfin, souvent on reste à 5 mm quand même. Et donc, on va prélever avec des profils en hauteur. Vous voyez, on prélève des échantillons de matière, mais aussi en profondeur. Parce que des fois, c'est intéressant de savoir dans la profondeur du mur. On récupère cette quantité qu'on a forée, on la sèche. Il existe des petits fours portables sur chantier. Et là, donc, on a avant-après, on a la quantité d'eau, MC. Maintenant qu'il est sec, notre échantillon, on va le mettre en contact avec 95% d'humidité. Et là, c'est important parce que je vous ai dit que les sels étaient hygroscopiques. Donc, ils sont dans une ambiance avec beaucoup d'humidité. Donc, ils vont capter spontanément les molécules d'eau qui sont contenues dans l'air. Au bout de 15 jours, on va repeser tout ça. Et si on va voir la différence qu'il y a entre poids sec et poids après avoir passé tout ce temps dans la chambre climatique. Et on verra, en fait, si ça a pris du poids, ça veut dire qu'on avait des sels à l'intérieur. Ici, c'est une image, juste un exemple pour vous montrer, ça c'est l'humidité qu'on a calculé après séchage. Et là, c'est après avoir passé 15 jours à 95-96% d'humidité. Là, on voit en fait qu'on reste vraiment en deçà
de 3%. Donc, on n'a pas de sel, on n'a pas d'humidité hygroscopique. En revanche, on voit qu'on a beaucoup d'eau et beaucoup d'eau. Si vous voyez, c'est assez parlant. Et si on a beaucoup d'eau à 20 cm, on est au prélèvement à 20 cm en bas, à 50, à 1 mètre, ça commence vraiment à descendre. Et ça, c'est vraiment typique des remontées capillaires dont je vous parlais. Pour connaître, là, on sait avec ce test si on en a, si on n'en a pas, mais pour savoir qui ils sont, on a plusieurs possibilités. On a des tests qualitatifs, donc par simple des bandelettes, détection de la présence d'ions en solution. Ça, avec des conclusions préliminaires, on va voir la présence de nitrate, de chlorure. Ça peut nous indiquer si on a des sels hygroscopiques ou non, donc c'est indicatif. Mais aussi, on a des résultats qui sont pour être complètement quantitatifs. On va calculer avec précision la concentration du sel. Et ça, c'est assez intéressant parce que on va savoir exactement la concentration en ions qu'on va avoir, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très, très précis. Et on va savoir si ces quantités sont grandes ou pas trop grandes et quel est le risque. Donc là, je vous ai mis dans ce tableau toutes les possibilités en fait d'analyse pour les sels, les bandelettes, la conductivité, c'est important, l'hygroscopicité, je vous en ai parlé. Et là, souvent, quand on fait du quantitatif, en fait, on utilise la chromatographie ionique. Mais ça, c'est quand même des prélèvements qui vont coûter plus cher. Donc, ils sont importants quand même à savoir pourquoi on le fait. Généralement, c'est de l'ordre de 150 € l'analyse quantitative de sel sur un prélèvement. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'une fois on connaît, si vous voulez, la concentration en ions, on peut le mettre ici. Ça existe un software qui s'appelle EcoRunSalt, qui est open source, et qui va nous donner quels sont les sels, en fait, en présence. Parce que nous, on connaît que les ions. Et on va avoir un petit peu le type de sel, on va pouvoir le connaître. Qui est dans ce mélange, dans cette saumure. Et puis, ce qui est aussi intéressant, on va voir en fait, ça je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse, on peut voir en fait que tout ce qui est cristallisation va arriver entre 60 et 85% d'humidité. En dessous de ça, si on reste, les sels restent sous forme solide. Donc, il n'y aura pas de ces cycles de cristallisation, dissolution qui sont souvent à l'origine des dommages. Donc, on voit déjà apparaître que si on peut faire quelque chose en contrôlant l'humidité avec les sels. Maintenant, je vais passer aux interventions. Oh là là, il faut que je me dépêche. Je vais passer rapidement aux interventions. Donc, on a possibilité de lutter contre l'humidité ascensionnelle. On a plusieurs méthodes. Donc, des méthodes qui vont stopper les remontées, donc des barrières mécaniques ou chimiques, celles qui vont plutôt augmenter l'évaporation, comme les conduites d'assèchement, ou bien maintenant, on a vu apparaître beaucoup de méthodes type électrocinétique qui vont être sur le marché aujourd'hui. Et puis, on a des méthodes qui luttent contre les symptômes réellement. Donc, intervention mécanique et interruption mécanique, c'est bien connu. Vous pourrez trouver tous les détails de mise en œuvre dans la NIT. En fait, qu'est-ce que c'est? On va couper le mur en deux et on va insérer en fait une feuille, là une tôle ondulée, mais ça peut être en plastique, des matières bitumineuses, et on va vraiment mettre ça à l'intérieur du mur. On va couper le mur en deux. C'est redoutable lorsque c'est bien mis en place, ça marche, ça fonctionne parfaitement. En revanche, ce n'est pas bon pour les murs épais, ni ceux qui ont des gros moellons, parce qu'il faut quand même que ce soit assez horizontal, et forcément pas pour les maçonneries instables. S'il y a des conduites et des câbles, il ne faut pas le faire. Il faut avoir un accès des deux côtés. Il faut savoir que ça coûte quand même très cher parce que c'est énormément de travail, beaucoup de bruit et beaucoup de poussière. On préfère aujourd'hui utiliser des méthodes chimiques. Donc, c'est-à-dire les injections. On a beaucoup utilisé les bouche-pores. Actuellement, on ne les utilise plus parce qu'il y a une mauvaise migration. C'est pas très bon. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus des hydrofuges et plutôt des silanes et des siloxanes qui sont des petites molécules qui vont vraiment bien diffuser dans la maçonnerie. On peut les avoir sous forme liquide. Il y a un potentiel de migration un peu moindre dans les matériaux humides, ou bien sous forme de crème. Et là, c'est pas mal, en fait, quand on a des maçonneries très compactes ou beaucoup de fissures, parce que ça va diffuser lentement. Et on peut l'avoir sous forme solvant organique ou sous forme aqueuse. Donc, comment on la met en œuvre? Dans la NIT, ça c'est tiré de la NIT, vous avez vraiment tous les détails, mais quand on fait l'injection, on peut la faire sous basse pression. La pression ne sert pas à injecter vraiment dans le mur, mais permet un meilleur écoulement. On peut avoir injection par gravité avec des récipients en attente, ou bien ici, on voit, c'est plutôt pour les crèmes, un peu les pistolets, si vous voulez, comme
comme le silicone en fait. Donc on va remplir juste le trou avec les crèmes qui a été foré pour que ça diffuse lentement. Donc là, c'est un test qu'on a fait sur des différents types de produits d'injection. Donc c'est une église qui est située à Genappe, qui est très proche en fait d'un cours d'eau et qui souvent a été inondée, donc qui est très sujette aux problèmes de remontée capillaire. Donc on a fait 3 types de traitements. En rose, en fait, c'est l'humidité qu'on a mesurée au tout début. En fait, on voit bien qu'on a des quantités énormes, hein, jusqu'à 1 mètre de hauteur, bien supérieures à 5%. Et on a refait exactement cette mesure après traitement, après 1 an de traitement, et on voit qu'on a diminué de plus de 50% la quantité d'humidité grâce à ces injections. Donc c'est très efficace, mais le séchage n'est pas fini encore, hein, parce qu'on a des épaisseurs de murs de plus de 87 cm, donc comme je vous l'ai dit en amont, c'est très long. Une autre possibilité, c'est les conduits d'assèchement. Donc, c'est ces espèces de tuyaux, en fait, qu'on met dans la maçonnerie. Ici, c'est le système Knappen. Je pense que si je vous dis ça, tout le monde connaît à peu près. Et là, c'est à Versailles. Hein, ils ont vraiment aimé ça, faire ça à Versailles, où on a inséré beaucoup de ces conduits d'assèchement. Parce que, soi-disant, ça allait augmenter la surface d'évaporation. Ce n'est pas du tout le cas. On a une très mauvaise ventilation à l'intérieur de ces conduits. On n'a pas trop d'augmentation d'évaporation. C'est plutôt maintenant des ponts thermiques avec de la condensation et formation en fait, de développement biologique. Donc, ce n'est pas très recommandé. On a vu apparaître dernièrement sur le marché des méthodes électrocinétiques. Donc, je vais assez rapidement passer. C'est en fait le principe, c'est qu'à cause des courants telluriques, en fait, vous avez une différence de potentiel naturel entre le sol et la construction qui fait qu'on a des remontées capillaires. Le but étant, en fait, le principe, c'est d'annuler cette différence de potentiel en créant une pile inverse. Et pour créer cette pile inverse, on va en fait dans la maçonnerie insérer une électrode en cuivre qu'on va relier par un conducteur isolé à la terre, si vous voulez, par un piquet en fer, un autre type de métal que ce qu'on a inséré. Et en fait, on va annihiler cet effet de pile inverse et donc on n'aurait plus de remontée capillaire. Active, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on impose un courant entre le mur et le sol. On va avoir par une source continue, hein, pour avoir complètement inversé, et ça devrait faire redescendre l'eau vers la terre. Donc, c'est vraiment difficile à en mettre en application. On a vu que ça a marché une seule fois en Russie et ils avaient vu des voltages énormes, donc ce qui n'est pas actuellement possible de mettre des voltages comme ça lorsque c'est habité. Il est très important de la voiture du matériau, la distribution de taille de port et l'impact du pH, parce qu'on va avoir une grosse acidification de l'anode, donc il faut faire très attention à avoir des tampons. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trop. Et puis la dernière, c'est la méthode électromagnétique. Donc ça, c'est un boîtier, vous voyez, qu'on pose, qui n'est pas très invasif, presque totalement réversible si on le débranche. En fait, ça va envoyer des ondes, des impulsions d'ondes électromagnétiques qui créent un contre-champ magnétique qui influencerait le mouvement du dipôle. Donc actuellement, l'efficacité scientifique n'a pas encore été scientifiquement prouvée. Pourquoi? Parce que souvent on met ça, mais en même temps on change la ventilation, on met des enduits d'assainissement. Donc on ne peut pas savoir réellement quel est l'impact de ces boîtiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui le CSTC est en train en fait de tester ce boîtier et seulement ce boîtier pour tester son efficacité. Contre les infiltrations, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des façades? Forcément, remettre la maçonnerie en état. On peut mettre des peintures plus ou moins hydrophobes et perméables à la vapeur d'eau, parce qu'il faut quand même que votre mur puisse continuer à respirer. Des traitements hydrofuges, ça c'est ce qu'on met quand on ne peut rien mettre d'autre, parce que si la façade est classée, on ne va pas pouvoir la changer. Et un bardage. Bon, un bardage, autant vous dire que souvent dans du patrimoine, on essaye d'éviter, parce qu'on veut garder l'aspect. Et pourtant, c'est la seule solution qui est considérée comme vraiment un remède total. Les autres, en fait, sont seulement des améliorations. Donc, vous voyez, on peut mettre des badigeons à la chaux, des peintures plus ou moins respirantes. Il faut quand même savoir qu'une peinture à la chaux, par exemple, c'est respirant. Silicaté, c'est un peu moins, mais ça respire encore. Et puis époxy, c'est totalement imperméable. Mais même une peinture respirante, au bout de la 5e couche, elle ne respire plus. Et puis on a des enduits. On peut mettre des enduits à base de plâtre. Hein. Ça, c'est pas mal aussi parce que ça va prendre les premières couches d'humidité sans que ça puisse pénétrer au cœur du mur.
Et si on ne veut pas changer l'aspect, on a la possibilité de mettre des hydrofuges. Ces traitements-là, vous voyez, ils sont vraiment... donc ça, c'est une pierre sans hydrofuge et avec hydrofuge. Vous voyez, quand la pluie va arriver, eh bien, elle va directement pénétrer, alors que là, elle reste en surface. Donc, ça empêche l'eau de rentrer. En revanche, normalement, ça devrait toujours permettre à la vapeur d'eau de pouvoir diffuser vers l'extérieur. Donc, on fait tout ça forcément pour améliorer les conditions de salubrité, améliorer l'aspect, parce que en fait, ça va permettre à, si vous voulez, à l'eau de couler directement, elle ne pénétrera pas. Donc, c'est une sorte d'auto-nettoyage. Ça va permettre une durabilité, on va favoriser la résistance au gel et on va ralentir le développement biologique et on va avoir une petite impact sur l'isolation thermique. Alors, je vais passer vite, il faut éviter de mettre un hydrofuge, comme je vous le disais tout à l'heure, si on a des grosses fissures, parce que ce n'est pas un bouche-port, ça va pas boucher. Et on n'a pas bloqué les autres sources d'humidité, on risque, comme on met un hydrofuge, de ralentir l'évaporation. Donc, c'est un peu dangereux si on a des problèmes de gel. Ne jamais faire ça sur des surfaces horizontales, ce n'est pas une étanchéité, c'est une hydrofugation. Et puis, si vous avez des sels, il ne faut pas le faire parce que les sels, ils ne pourront plus venir cristalliser en surface, ils vont cristalliser sous la surface et vous risquez d'avoir des détachements de cette partie traitée. Sur les matériaux peu poreux, ça ne pénétrera pas, on aura des taches et à savoir que ça ne remplace pas un bardage ni un anti-graffiti. Donc, je dirais que là, oui, pas de problème, on peut hydrofuger. Ici, il y a quand même beaucoup de fissures, ça voudrait nécessiter d'abord des réparations avant d'hydrofuger et là, il est hors de question d'hydrofuger, ça ne servira à rien. Alors, les sels, c'est les deux derniers slides, je vous rassure. Les sels et les risques de dommages qui sont dus aux sels, ils sont importants pour l'efficacité énergétique des bâtiments dans la mesure où le chauffage, la ventilation ou la climatisation, elles peuvent avoir une incidence positive ou négative sur les sels. Par exemple, des caves, c'est bien connu en fait. Lorsque vous avez des caves qui ne sont pas du tout ventilées, c'est très humide, vous ventilez, vous aérez, vous chauffez, d'un coup, on va avoir tous les sels qui vont cristalliser. L'humidité va diminuer, mais on va avoir une cristallisation de tous les sels sur les murs. Donc, comment on peut agir contre les sels? La climatisation. Tout à l'heure, je vous disais, par exemple, j'avais un petit diagramme Écosse en vous disant de là à là, ça cristallise et de là à là, le mélange salin va rester sous forme d'humidité. Si on veut éviter, en fait, parce que ce qui est dommageable, c'est le fait qu'il passe en solution, il cristallise, il passe en solution, il cristallise. Si on veut qu'il reste dans un état, on peut dire on essaye de maintenir l'humidité à 40%, ce qui est assez compliqué, je l'entends bien dans certains monuments, mais je sais qu'à Mespelare, par exemple, dans une des églises là-bas, on a pu préconiser le fait de rester à 63% d'humidité. Et là, il n'y aura plus de problème de sel. Donc ça, c'est un moyen d'intervenir au niveau des sels. Une autre solution, et ça, cette solution, elle est là quand, par exemple, on a des peintures murales qu'on veut conserver. Une autre solution, c'est carrément de cacher en fait tout ça, d'éviter qu'il y ait un contact entre l'air et les sels. Donc, on va mettre des membranes. Ici, c'est des membranes à excroissance. Et aussi, si on peut mettre des couches de finition, on peut mettre des enduits anti-sel qui seront là un peu à sacrificiel. Ils ont une porosité qui permet au sel de venir cristalliser à l'intérieur et donc pas dégrader. Pour l'extérieur, si vous avez des sels fluorescents, le mieux, c'est de les brosser et des sels hygroscopiques. Il ne faut pas choisir de maçonnerie, il faut avoir plutôt la maçonnerie apparente, ça se verra moins, parce que si vous avez quelque chose de filmogène, on risque d'avoir plein de dégradations, ça se verra encore plus. Et après, il y a deux grandes techniques, c'est les compresses. Les deux techniques que je vous montre, c'est des techniques qui sont assez chères, donc réservées pour les monuments plutôt classés. Donc la compresse, elle va absorber par un phénomène d'advection les sels qui sont à l'intérieur, ou bien on est en train d'essayer au CSTC de mettre en place des études à grande échelle pour tester l'électrophorèse, en fait, qui permettrait, si vous voulez, d'imposer un champ électrique et d'un côté de l'anode de la cotoque de récupérer les ions, en fait, qui sont dans la maçonnerie. Il y a quelques complexités qu'on essaie en fait d'arranger pour mettre cette méthode disponible sur le marché. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai dépassé un petit peu, mais si vous avez des questions, je peux répondre maintenant ou après, n'hésitez pas. Merci Julie. Je crois qu'effectivement, on a un peu en dehors du temps, mais je vois que les gens restent quand même, donc on va poser quelques petites questions. Ici, j'avais une question par rapport à la hauteur maximum de remontée capillaire
qu'on peut considérer suite par exemple à un dégât des eaux ou une inondation avec un sol trempé? Alors, ça dépend vraiment. Alors, généralement, si on a un sol trempé, on peut monter jusqu'à 1,50 m de hauteur sans souci. Après, ça dépend aussi de votre revêtement de mur de part et d'autre, parce que comme je vous ai dit, c'est un équilibre entre débit d'absorption et d'évaporation. Si ça ne peut pas s'évaporer, parce qu'on a un mur plein de carrelage hermétique et un cimentage de l'autre côté, ça va continuer très haut. Et on a vu des fois des remontées capillaires allant jusqu'à 2,50 m, voire 3 mètres de hauteur. Donc ça, c'est possible. Je sais, par exemple, si vous prenez l'exemple, c'est à San Marco à Venise, jusqu'à 5 mètres, ils ont des problèmes d'humidité. Bon, ça c'est parce que ça a les pieds dans l'eau tout le temps, mais ça peut monter très haut. Et une petite question, mais je pense que c'est plutôt une précision. Est-ce que vous connaissez un hydrofuge qui permet la respiration du mur vers l'extérieur? Mais alors, déjà, mais il en existe. Ils sont respirants. Ils sont respirants, il en existe plusieurs. Donc moi, je ne vais pas vous donner de marque aujourd'hui là, mais il faut savoir qu'on a le CSTC fait ces études-là. On a beaucoup de développements qui testent la perméabilité des hydrofuges et on a beaucoup sur le marché qui sont respirants. Donc, vous pouvez me contacter. Peut-être une dernière question. Oui, je crois que tu viens de l'aborder, mais donc comment faire disparaître un sel qui apparaît à l'extérieur de la maçonnerie? Si tu peux un peu résumer. Alors, il y a à l'extérieur de la maçonnerie, si c'est sous forme d'efflorescence, on brosse à sec, c'est le mieux. Après, si les problématiques arrivent, si c'est à l'intérieur de la maçonnerie, comme je disais, c'est plutôt là, ça devient compliqué. On peut soit faire pour l'extraire des compresses humides, souvent de cellulose mélangées avec un peu d'argile qu'on va appliquer et par advection, en fait, l'eau va absorber les sels à l'intérieur de la compresse et on enlève la compresse, ou bien par électrophorèse, comme j'en discutais. Donc là, nous, on va mettre en place un projet au sein du CSTC pour tester à grande échelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des électrodes plaquées au mur, on va envoyer un courant, on va humidifier pour que les sels soient bien dissous dans l'eau. Et les sels vont se déplacer dans l'eau vers l'anode et la cathode en fonction qu'on a Cl- et Na+. Et dans des tampons, on va récupérer ça au niveau des différentes anodes. Donc ça, c'est aussi des possibilités d'extraction. Alors ceci, bon, c'est complexe, il y a plein de questions intéressantes qui arrivent. Ici, je vois, que pensez-vous des enduits à chaud épais à l'intérieur pour pomper les sels hygroscopiques dans les maçonneries? Ils peuvent être sacrificiels et moins invasifs que des injections en pied de mur. Alors, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord, c'est très très bien les enduits à la chaux, ils vont pouvoir récupérer, c'est souvent, nous, on a des enduits anti-sel, c'est pas forcément de la chaux, mais ça marche très bien. En fait, ils vont, si vous voulez, cristalliser dans cet enduit-là et qui va tomber et au fur et à mesure, on va. Le problème, c'est que si vous ne faites pas d'injection, ça va revenir tout le temps. Donc, si vous avez peu de remontée capillaire, ça va encore, mais si c'est en continu, votre enduit intérieur, il va rester très peu de temps. En 6 mois, il faudrait peut-être le refaire tous les 6 mois, voire plus, tout dépend de la quantité de sel. Mais s'il y a peu de sel et peu de remontée, c'est tout à fait envisageable sans injection. Ok, je pense que, suite au problème technique, on s'en excuse encore, on est déjà hors timing. De nouveau, s'il y a des questions, on est toujours joignable par mail. J'ai eu souvent la question aussi par rapport au fait de savoir si CSTC se déplace sur site ou pas. Il faut savoir qu'on a un service d'avis technique, mais qui s'est réservé aux entrepreneurs et aux experts juridiques. Si vous êtes un professionnel du bâtiment, il y a parfois moyen de trouver des collaborations, ça dépend vraiment du cas. Mais pour les particuliers, normalement, le CSTC n'intervient pas directement.